Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Voici un avis de Tempête. Tempête rouge. Cette histoire, à nouveau tirée du livre de Pierre Bellemare, Histoire vraie, va vous emmener dans l'Ouest américain des années 70, et plus particulièrement dans la petite ville de Stapleton. Alors là, nous sommes bien dans l'Amérique profonde. Et si je souligne cela, c'est parce que vous allez découvrir dans cette histoire des personnages presque caricaturaux, en tout cas emblématiques de l'histoire des États-Unis. Alors l'événement qui s'est produit dans cette petite ville de Stapleton, et pour lequel il y a encore des marques, des traces à l'heure actuelle, est à l'origine d'une action posée par 4 jeunes, disons tout simplement bêtes et méchants. Et l'action qu'ils ont posée a eu des répercussions bien au-delà de ce qu'ils pensaient. Ou alors, peut-être que c'était exactement ce qu'ils recherchaient. En tout cas, je vous laisse découvrir cette histoire, et on se retrouve juste après. Tempête rouge. Au Nebraska, il y a toujours des cow-boys. Il y a toujours du whisky, mais il y a tout de même moins de chevaux. Tous les 10 kilomètres, une bouteille vide de whisky jaillit par la portière d'une vieille Ford Mustang pour éclater sur la pierraille gelée qui borde la piste. 4 cow-boys roulent vers la petite ville de Stapleton, 2000 habitants, dont 4 policiers pour l'ensemble du district. Les 4 cow-boys, ivres donc et patibulaires à souhait, ruminent une vengeance. Aujourd'hui a lieu le bal des anciens combattants, ceux que l'on appelle là-bas les vétérans. Ce bal est l'un des grands événements de la saison hivernale. Or, l'année dernière, le comité chargé des invitations s'est opposé à leur présence, sous un prétexte insupportable. Ils n'ont pas fait la guerre. Ce n'est tout de même pas de leur faute s'ils étaient trop jeunes. Ils ne demandent pas mieux que de la faire, mais encore faudrait-il qu'il y en ait une. En fait, de guerre, les 4 cow-boys ne s'attendent pas à être servis plus vite qu'ils ne le pensent. Mais ils cherchent quelques idées de blagues cruelles et vengeresses. Si on leur téléphonait qu'il y a une bombe cachée dans le dancing, propose l'un. C'est pas drôle. Je proposerais plutôt qu'on y jette des boules puantes, suggère un autre. Ouais. Mais où les trouver à cette heure-ci? Le conducteur les fait taire d'un coup de frein et d'un geste du bras. Hé les gars, regardez là-bas! À l'entrée de la petite ville, secoué par le vent froid à geler les eaux qui soufflent dans la rue déserte, un homme chétif titube à la lueur des phares. Et alors? C'est Red Storm? Oui. Mais ça me donne une idée, figurez-vous. C'est une belle idée que ce cow-boy vient d'avoir. Une idée dont l'Ouest américain n'a pas fini de parler. Plus qu'un paysage, l'Ouest américain est une atmosphère. Il est donc difficile à décrire. L'horizon, qu'il soit plat ou montagneux, y est plus éloigné qu'ailleurs. Tout y semble moins définitif, moins installé, comme si le vent et les peaux rouges venus du désert ou des montagnes rocheuses risquaient à chaque instant de tout balayer. Pourtant, les peaux rouges semblent bien inoffensifs.
C'est le cas aujourd'hui des Sioux de la tribu des Slums, parqués dans une réserve près de la petite ville de Stapleton. Ce fut une tribu héroïque. Après avoir infligé une terrible défaite au célèbre général Custer, c'est ici, il y a moins de 100 ans, que 200 d'entre eux, désarmés et malgré la protection d'un drapeau blanc, furent massacrés par la cavalerie US. Vieillards, femmes et enfants, jusqu'au dernier. Ainsi s'acheva par une violence sinistre, autant qu'inutile, le dernier soulèvement des peaux rouges contre l'homme blanc. Or, lorsque commence cette histoire, en février 1972, par une nuit glaciale, le descendant d'un des chefs de la glorieuse tribu, une sorte d'aristocrate en somme, titube dans une rue de la petite ville. Malgré son nom, Red Storm, qui veut dire tempête rouge, il n'a plus rien d'un guerrier. C'est un bonhomme chétif, vêtu de jeans troués et de vieux pullovers rapiécés, qui n'a d'indien que le nez busqué et les cheveux noirs et gras. Tempête rouge n'est qu'un journalier d'occasion, un travailleur sans enthousiasme et parfaitement inoffensif, qui échange l'argent gagné dans les ranchs contre l'eau de vie et réclame à la police, lorsqu'il est ivre, l'abri d'une cellule chauffée. Malheureusement, cette nuit-là, il est vu par nos 4 cow-boys saouls qui cherchent à se venger d'avoir été refoulés du bal des anciens combattants. Dans leur vieille Ford Mustang brinque-ballante, ils poursuivent quelques instants le malheureux Tempête rouge à travers les rues, le coincent le long d'un mur, descendent de voiture et, comme s'ils pelaient un oignon, lui retirent l'un après l'autre ses pullovers rapiécés, lui arrachent son pantalon, son caleçon et ne lui laissent que ses chaussures. Puis, poussant devant eux le pauvre homme nu comme un ver et grelottant, ils remontent dans leur guimbarde. Quelques instants plus tard, les 4 hommes s'arrêtent sur le parking de la salle des fêtes, sautent à terre et font irruption dans le dancing. Il y a tant de monde, l'orchestre met un tel entrain que les danseurs ne s'aperçoivent pas tout de suite de leur entrée. Il y a simplement quelques cris de femmes. Puis, un cercle se forme devant l'entrée, la musique s'arrête, et l'un des cow-boys crie en s'adressant à la foule « Tenez, vous avez oublié un invité !» Et dans un silence mortel, il lance sur le parquet, plutôt qu'il ne la pousse, une forme humaine à la peau nue et jaunâtre. Le lendemain, en fin d'après-midi, un commerçant venu vider de vieux emballages pour les brûler sur la décharge publique voit s'enfuir un rassemblement de rats inhabituel. Il s'approche et découvre les restes d'un Indien chétif vêtu d'oripeaux. Il prévient les policiers qui n'ont aucune peine, bien entendu, à identifier le pauvre Tempête rouge. Le surlendemain, à une dizaine de kilomètres de là, la nouvelle parvient au chef de la tribu Slums. Le vieux Sandwind, vent de sable, résigné à tout, repose son téléphone et tire une longue bouffée de sa pipe. Ainsi donc
Tempête Rouge est mort. C'est un événement dans la réserve de Pine Ridge. Arrière, petit-fils, petit-fils et fils de chef, Tempête Rouge, alcoolique ou pas, était quelqu'un chez les Indiens. Les Arabes n'ont pas le monopole du téléphone sans fil. Le téléphone indien existe aussi. Déjà, accourus de toutes parts, les Indiens se pressent dans la guitoune surchauffée. Chacun y apporte son idée, son hypothèse ou son ragot. Tempête Rouge a été assassiné, torturé, émasculé. On n'a pas retrouvé son corps intact. Ce sont des morceaux que dévoraient les rats de la décharge publique. Un jeune Indien, beau et vigoureux, vêtu d'une combinaison de mécanicien, les yeux brillants d'excitation, prend la parole. Cette fois, c'est trop. On ne peut pas en rester là. Les Blancs nous méprisent, nous maltraitent, nous volent et nous tuent. Le vieux chef, vent de sable, le front plissé, regarde avec étonnement le jeune homme. C'est comme cela, sans doute, qu'un jeune Sioux, il y a 100 ans, convainquit les tribus de déterrer la hache de guerre contre le général Custer. Du calme, petit, du calme, demande Vent de Sable en levant les bras pour imposer le silence. Il faut se renseigner avant d'accuser. Rien à faire. Dans la baraque surchauffée, 30 hommes surexcités déclarent qu'ils vont se lancer sur le sentier de la guerre. Tempête Rouge est enterré depuis le matin lorsque, dans son bureau douillet, le chef de la police de Stapleton, qui prend le thé, serré contre le radiateur du chauffage central, décroche à son tour le téléphone. Une voix essoufflée lui crie dans l'appareil. « Shérif, les Indiens, ils arrivent !» Le shérif, interloqué, se demande s'il a bien entendu. « Ils arrivent ?» Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, ils sont là, sur la route. Ils passent. Ils sont des milliers. Comment ça, des milliers? Ils arrivent de partout sur la route. Quelle route? Qui êtes-vous? La route de Wounded Knee. Je suis Wilcox. Vous savez, de l'affaire Wilcox. Ils nous ont assiégés. Ils disent que j'ai étranglé un des leurs, un garçon de 14 ans. Ma femme leur explique en ce moment que c'est pas vrai, que je l'ai mis à la porte un peu brusquement, voilà tout. Mais j'ai l'impression qu'ils ne la croient pas. Oh, ça y est, ils commencent à tout casser. Je vais me cacher dans le grenier. Là-dessus, le shérif, dont les yeux bleus expriment un immense étonnement, doublé d'une incompréhension totale, entend effectivement un vacarme lointain et confus d'où émergent quelques hurlements de femmes. « Allô? Allô ?» Mais il n'y a plus personne au bout du fil. Les 4 policiers de Stapleton, leur colt à la ceinture et quelques grenades lacrymogènes à la main, n'emmènent pas large en voyant surgir sur la route une nuée d'Indiens en blue jeans et salopettes, juchés par dizaines sur toutes les ferrailles roulantes et munis d'un moteur qu'ils ont pu trouver. Vieilles voitures, vieux autobus, tracteurs, motocyclettes pétaradantes. Ils sont près de 2000. Pas de plumes, pas de visages peinturlurés, mais des hurlements, qui sont de véritables cris de guerre à l'ancienne. Ma parole, toutes les tribus du coin se sont réunies, grogne le shérif épouvanté. Conscient de sa responsabilité,
il retrouve l'attitude classique qui a fait la tradition des westerns. Comme s'il faisait à la ville un rempart de son corps, il s'avance de quelques pas, mais probablement mort de trouille, s'éclaircit la voix avant de crier « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez ?» Le jeune Indien, beau et vigoureux, vêtu de sa combinaison de mécanicien et les yeux brillants d'excitation, pousse devant lui un vieillard quelque peu hésitant. « Vent de Sable va te dire ce que nous voulons. » Vent de Sable et le shérif se connaissent. Et le shérif, un peu rasséréné, demande d'une voix plus ferme « Qu'est-ce qui vous arrive, bon sang ?» Le vieillard, calmement, expose alors les doléances des tribus. Ce qu'ils veulent. Des tas de choses. D'abord, ils protestent contre le meurtre de Tempête Rouge. Ils veulent que les 4 cow-boys qui l'ont tué, émasculé et coupé en morceaux, soient pendus. Ensuite, ils veulent que l'on renvoie le policier qui l'a jeté sur la décharge publique. Par la même occasion, ils veulent de meilleurs soins à l'hôpital, qu'on leur donne du travail dans les magasins de la ville, des salaires plus élevés, des logis convenables, les mêmes droits que les Blancs, des sièges au conseil municipal, à la chambre de commerce et à l'éducation nationale. Voilà ce qu'ils veulent, en gros. Bon, je vais noter tout ça, dit le shérif, et je vais en parler au conseil municipal. Maintenant, rentrez chez vous. Une immense clameur de protestation lui répond, et il est obligé de crier à nouveau. « Si vous ne voulez pas rentrer chez vous, qu'est-ce que vous voulez faire ?»« Ils veulent s'installer à la mairie, » explique Vent de Sable, très calme. Et devant l'hésitation du shérif, Vent de Sable croit bon d'expliquer « Près de la ferme Wilcox, il y avait un magasin. » « Oui, et alors ?»« Et alors, il y avait beaucoup de whisky. Et il n'y en a plus. » Le shérif a compris. Comment 4 policiers pourraient-ils s'opposer à 2000 Indiens qui viennent de piller un magasin d'alcool? « C'est bon, dit-il. Je vais vous ouvrir la mairie. Mais seuls 200 ou 300 d'entre vous pourront y entrer. Elle est trop petite. » Là-dessus, le shérif se retourne vers ses 3 auxiliaires tremblants dans leurs pantalons. « Allons-y, les gars. On bat en retraite, en bon ordre, s'il vous plaît, et gardez votre sang-froid. » 2 heures plus tard, la mairie est transformée en Capharnaüm. Il y a des Indiens partout. Des hommes et femmes qui chantent, fument, boivent et tiennent des conseils de guerre dans une atmosphère enfumée. Le shérif a été chercher les membres du conseil municipal qui, bien entendu, s'étaient enfermés à double tour dans leur maison. À présent, ils servent aux Indiens du café, de la soupe chaude, des tartines et des boulettes de viande. Dans la salle de gymnastique siège en permanence un conseil où le jeune et bel Indien en salopette et quelques amis de son âge discutent âprement avec les vieux chefs de tribu. Et bien sûr, ils tiennent à entendre, de la bouche même du shérif, l'explication qu'il donne de la mort de Tempête Rouge. « Les 4 cow-boys n'ont pas tué Tempête Rouge, » proclame le shérif. « Que le plafond de cette salle me tombe sur la tête si je ne vous dis pas la vérité. » C'est tout juste
s'ils ne retrouvent pas le langage par lequel communiquaient Blancs et Indiens il y a un siècle. Les 4 cow-boys étaient saouls. Ça arrive à tout le monde, même à certains d'entre vous, n'est-ce pas? Ils ont fait mettre Tempête Rouge tout nu. Ils l'ont poussé au milieu du bal des vétérans. Il est tombé. Et c'est là que nous l'avons ramassé. C'est tout. Et les cow-boys? Demande un jeune Indien. Je les ai fait arrêter pour ébriété sur la voie publique, voie de fait, séquestration et un tas d'autres motifs. Il y en a une demi-page. Où sont-ils? À la prison. Il faut aller les chercher. Ils doivent être pendus. Oui, oui, il faut les pendre, hurlent les Indiens. Malgré le brouhaha, le shérif tente de s'expliquer. On ne peut pas les pendre s'ils n'ont tué personne. Lorsqu'un de mes hommes est arrivé au dancing, Tempête Rouge était évanoui. Mais il a repris ses esprits, et quand on l'a conduit à la prison, je vous donne ma parole qu'il n'était pas mort. Comme d'habitude, on l'a libéré le lendemain matin. À ce moment, je vous assure qu'il tenait bien sur ses jambes. Vous l'avez vu de vos yeux? Demande Vent de Sable. Non, je n'étais pas là. Alors ce n'est pas sûr. Je vous répète qu'il paraît qu'on l'a torturé, émasculé et coupé en morceaux. Et si ce n'est pas vrai, de quoi serait-il mort? Le médecin pense qu'il est mort d'une lésion au cerveau à la suite de sa chute dans la salle de bal. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans la décharge? Ça, je ne sais pas. Et où est son corps? Il a été enterré. Pour calmer les hurlements de la foule, Vent de Sable se lève et déclare: Nous demandons l'exhumation de la dépouille de Tempête Rouge. Puis il se tourne vers le shérif. Si vous avez menti, shérif, je crois que les 4 cow-boys seront pendus. Vous ne pourrez pas l'éviter. Comment va se terminer en février 1972 la révolte des Sioux du Nebraska? À cette époque, la population indienne de cet État est la plus réprimée des États-Unis. Les Sioux souffrent plus que les autres du chômage, de la mortalité infantile, des revenus les plus bas et d'une inculture grave. Rien d'étonnant donc à ce que la mort de l'un des leurs, petit ouvrier agricole, ivrogne mais arrière-petit-fils, petit-fils et fils de chef, servent de détonateur à une véritable révolte. Poussés par l'organisation militante des Peaux-Rouges, les I.M., 2000 Sioux vont occuper et piller pendant 48 heures la petite ville et terroriser la population. Selon eux, Tempête Rouge a été torturé, châtré et coupé en morceaux par les 4 cow-boys blancs, et la police s'est empressée d'enterrer ce qu'il en restait pour étouffer l'affaire. En attendant l'exhumation, dans la salle de gymnastique de la mairie, le Conseil des Sioux déclare le boycottage des magasins blancs, exige le prolongement de la route goudronnée jusqu'à la réserve de Pine Ridge, le renvoi d'un policier accusé d'avoir maltraité des Indiens à plusieurs reprises et obtient que le secrétaire d'État à la justice de Washington se penche sur leur cas. Emmitouflés dans des couvertures, assis sur les marches de la mairie, les anciens fument tranquillement leurs pipes sous la neige qui tombe à gros flocons. C'est alors qu'une rumeur emplit la ville. « Les voilà, ils arrivent !» Au bout de la rue apparaît en effet, dans la vapeur des pots d'échappement, un corbillard couvert de neige, suivi d'une caravane de voitures ferraillantes.
Dans la famille de Tempête Rouge, qui assiste à la descente du cercueil maculé de terre, le visage des hommes reste immobile, impénétrable, tandis que les femmes se laissent aller à une explosion de douleurs déchirantes. Un médecin légiste et le shérif conduisent les porteurs de la bière jusqu'à la salle du conseil municipal où doivent avoir lieu l'ouverture du cercueil et l'autopsie. Sur les marches de la mairie, les vieux se sont de nouveau accroupis sous leur épaisse couverture, la neige qui s'accumule et la fumée de leurs pipes. De temps en temps, les habitants glissent un regard entre deux volets entrebâillés. La population n'emmène pas large et la police non plus. Malgré les maigres renforts venus des districts voisins, le shérif voit mal comment il pourrait maîtriser 2000 Indiens dont la majorité, il faut bien le dire, ne dessoule pas. D'ailleurs, lui-même s'explique mal certains détails de la mort de Tempête Rouge. Notamment, pourquoi son corps a été retrouvé sur la décharge. À moins que... Mais oui, c'est ça. C'est sûrement ça. Le shérif vient d'avoir une idée. Après 2 heures d'attente, la porte de la salle du conseil municipal s'ouvre. Un des parents de Tempête Rouge, auprès de qui se tient le médecin légiste, appelle le vieux chef Vent de Sable. Après un long conciliabule, celui-ci appelle à son tour le jeune Indien au regard surexcité, qui a été l'un des meneurs de la révolte. Nouveau conciliabule. Puis le shérif vient les rejoindre. Nouveau conciliabule. Enfin, les 2 Indiens, le jeune et le vieux, s'adressent depuis le perron de la mairie à la foule rassemblée sous la neige qui continue de tomber. Le corps de Tempête Rouge vient d'être examiné par un médecin en présence de ses parents, explique Vent de Sable d'une voix grave et calme. Il n'a été ni torturé, ni châtré, ni coupé en morceaux. Il est probablement mort d'une lésion au cerveau provoquée par sa chute lorsque les cow-boys l'ont poussé nu sur le parquet de la salle de bal. Des témoins, qui n'ont pas intérêt à nous mentir, affirment l'avoir vu sortir vivant de la prison le lendemain matin. Enfin, le shérif vient de me dire qu'il pense qu'on l'a retrouvé sur la décharge parce qu'il y cherchait de vieux vêtements pour remplacer ceux dont les cow-boys l'avaient dépouillé la veille. C'est là que le malaise et le froid l'auraient saisi et qu'il serait mort. La foule des Indiens se tait. Voilà, reprend Vent de Sable, les cow-boys seront punis, mais pour homicide involontaire. Et c'est juste. Personne ne s'y trompe. Le vieillard regrette que Tempête Rouge n'ait pas été assassiné. Sa mort accidentelle retire à son peuple le prétexte qui justifiait sa violence, seul moyen d'obtenir de nouveaux avantages. Aussi est-ce dans un silence mortel que les Sioux ont écouté les paroles de Vent de Sable. Après une longue hésitation, il y a un léger mouvement dans la foule. Quelques portières de vieilles bagnoles claquent. Les démarreurs ronflent dans le silence cotonneux et, les uns après les autres, les Indiens se dispersent. Bientôt, il n'y a plus personne sur la place. Dehors, timidement,
les Blancs réapparaissent. Les conseillers municipaux se saluent gravement en escaladant le perron de la mairie. La guerre est finie. 1 heure plus tard, le conseil municipal prenait une décision historique. Pour calmer les Indiens et leur montrer la bonne volonté des Blancs, la ville décidait d'ériger un monument pour commémorer la mort de Red Storm. Tempête rouge, Indien minuscule et dérisoire, journalier fainéant et ivrogne, mais petit-fils et fils de chef des Sioux de la tribu Slums, a donc aujourd'hui une statue de 2 mètres de haut taillée dans la pierre. Vous aurez remarqué sans doute la bonne volonté plus que relative de cette charmante petite ville de Stapleton envers cette tribu indienne. J'espère que cette histoire vous aura plu, vous aura intéressé, interpellé. Et si c'est le cas, pensez à liker, à partager, parler de mes lectures autour de vous. Et bien sûr, abonnez-vous. J'en profite à nouveau pour remercier les nombreux abonnés que j'ai pour cette petite chaîne YouTube. Alors, à très bientôt pour une nouvelle lecture, ou à tout de suite car il vous reste encore beaucoup de lectures déjà publiées à découvrir. À bientôt.